parole. Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer en remerciant les personnes qui ont fabriqué le masque que je porte aujourd'hui. Donc, Nathalie et Stéphane de chez Vêtements Sport Apogée, fait chez nous dans Louis-Hébert, dans ma circonscription. Donc, merci beaucoup. Et merci d'ailleurs à tous nos entrepreneurs qui confectionnent des masques. Et je veux commencer aujourd'hui en faisant un rappel très important sur l'importance justement de porter le masque, le couvre-visage. C'est très important que tout le monde développe cette nouvelle habitude, ce nouveau réflexe de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous, en particulier quand on veut se rendre dans des endroits où la distanciation est plus difficile, entre autres dans les transports en commun, entre autres dans les commerces. Mais donc, c'est une nouvelle habitude qu'il faut développer, qu'il faut cultiver. C'est pas instinctif pour nous, c'est peut-être pas naturel pour nous encore de porter le couvre-visage quand on sort de chez nous, mais il faut absolument développer cette habitude-là. C'est une habitude qui est là, du moins pour rester pour un certain temps dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à regarder ce qui se fait d'ailleurs chez nous dans nos entreprises québécoises. Il y a plusieurs artisans québécois qui se sont mis à produire des couvre-visages artisanaux, donc certains qui sont très beaux d'ailleurs, celui que je porte aujourd'hui, entre autres exemples. Donc, regardez ce qui se fait. C'est une façon à la fois d'encourager nos entrepreneurs, de faire de l'achat local et de protéger les autres, parce qu'on le dit souvent, porter le couvre-visage, ça permet, entre autres, de protéger les autres qui nous entourent. Donc, je vais passer au bilan de la journée. Alors, aujourd'hui, on rapporte 71 nouveaux décès pour un total de 3718. J'offre mes condoléances au nom de tout le gouvernement, aux familles et aux proches de ces personnes-là. On a maintenant 44 775 cas confirmés, une augmentation de 578 cas. C'est aussi important de dire qu'on a 12 822 personnes qui sont guéries du virus. On a 183 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3. On a 1516 personnes hospitalisées, une diminution de 20. Et je veux faire une précision sur le nombre d'hospitalisations, sur la variation du nombre d'hospitalisations qui est aujourd'hui de 1516 et qui était autour de 1700 ou un petit peu plus hier de mémoire. Donc, on a le nombre maintenant de personnes qui ont été infectées et qui ont été traitées dans des milieux non hospitaliers. Donc, on a retiré ces personnes-là de la liste parce qu'elles ont été traitées justement dans des milieux qui ne sont pas hospitaliers, par exemple dans des centres de convalescence ou dans des centres de réadaptation. Donc, on a environ 200 personnes qui ont été traitées dans ces circonstances, ce qui fait qu'on les a retirées de la liste, ce qui explique la variation du nombre d'hospitalisations par rapport à hier. Donc, dans l'ensemble, on continue d'observer une tendance encourageante, une tendance, par contre, avec laquelle il faut toujours être prudent. Oui, on peut s'en réjouir, mais il faut comprendre que cette tendance-là qui se montre encourageante, c'est grâce toujours et ça dépend toujours de la somme de tous les petits gestes qu'on pose au quotidien, que tous et chacun nous posons au quotidien pour contenir, limiter, freiner, diminuer la propagation du virus et la contagion. Donc, c'est pas le moment de relâcher, on le dit souvent, mais c'est très important. On se raccroche dans ces temps difficiles à la moindre parcelle d'espoir, à la moindre bonne nouvelle. Donc, il y a cette tendance encourageante, mais il faut pas relâcher parce que ça dépend toujours de ce qu'on fait et de ce que nous continuerons de faire. Donc, si on veut continuer d'avancer dans la bonne direction, il faut maintenir nos bonnes habitudes de distanciation, d'hygiène et le port du couvre-visage aussi autant que possible. Ceci dit, on est très conscient, je suis très consciente qu'après 2 mois, c'est de plus en plus difficile de se montrer aussi discipliné, aussi respectueux des règles et en particulier à l'approche de l'été, avec l'arrivée du beau temps, on s'ennuie de notre monde, on s'ennuie de nos amis, de notre famille, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, selon. Et donc, ça finit par être dur sur le moral. Ça, on en est très conscient. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi avec la santé publique à un moyen de trouver une façon d'assouplir les règles qui interdisaient les rassemblements, qui encadraient, disons, les rassemblements.
Et il fallait trouver une façon de le faire sans compromettre ou sans mettre en péril la santé des Québécois. Parce que, faut-il le rappeler, la santé, votre santé, la santé de tous les Québécois, ce sera toujours notre priorité numéro un. Mais il fallait essayer de trouver un équilibre. Et la dernière fois que j'étais ici, je me souviens, on a annoncé notre plan d'action en santé mentale en disant il faut trouver l'équilibre entre les efforts qu'on investit pour protéger notre santé physique et les efforts qu'on investit pour protéger notre santé mentale. Donc, il fallait trouver cet équilibre entre notre bataille contre le virus et le fait qu'on veuille retrouver une vie un tant soit peu normale. Et je suis donc heureuse de vous dire aujourd'hui que la santé publique nous a donné le feu vert pour aller de l'avant avec certaines mesures d'assouplissement en ce qui a trait au rassemblement extérieur. Donc, dès vendredi, dès le 22 mai, dans 2 jours, il sera possible de faire des rassemblements extérieurs restreints à certaines conditions très importantes. D'abord, les rassemblements à l'extérieur devront être d'un maximum de 10 personnes. Et puis, ces rassemblements de 10 personnes maximum devront inclure des personnes provenant d'au maximum 3 ménages ou 3 familles ou 3 adresses, appelons ça comme on veut, mais donc 3 cellules de personnes, si on veut, qui habituellement demeurent ensemble. Donc, 10 personnes maximum provenant de 3 familles différentes maximum et toujours à l'extérieur de chez vous, de votre maison, de votre appartement, que ce soit dans votre cour ou évidemment dans les parcs ou autres espaces, mais on pense plus spécifiquement là, au fameux barbecue et à la fameuse envie qu'on sent là, un peu partout avec l'été qui arrive de pouvoir inviter des amis ou de la famille chez nous. Ça veut donc dire qu'on peut, par exemple, une famille pourrait inviter des amis de 2 autres familles chez elle pour se rassembler dans la cour, à condition qu'il y ait un maximum de 10 personnes, un maximum de 3 familles, et toujours en gardant aussi, autant que possible, la distanciation de 2 mètres. Ça aussi, c'est très important. Donc, à l'extérieur, distanciation, 10 personnes maximum, 3 familles maximum. Ça veut dire aussi un autre exemple que des enfants, parce qu'on a entendu le cri du cœur de nos jeunes, les enfants qui aimeraient ça pouvoir socialiser à nouveau en dehors des jeux vidéo et des écrans. Donc, des enfants de 3 familles pourraient se réunir ensemble puis jouer dans une ruelle ou dans la cour de l'une ou l'autre de ces familles-là. Donc, à condition que ce soit maximum en provenance de 3 familles, une dizaine d'enfants maximum pourraient jouer ensemble à nouveau. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, mais il faut comprendre que c'est toujours le même principe. À mesure qu'on annonce une nouvelle avancée, si on veut, vers un retour à la vie normale, c'est toujours à condition de demeurer scrupuleux sur le respect des consignes de santé publique, parce que c'est toujours un test qu'on fait. Quand on annonce une nouvelle possibilité, bien, c'est toujours un test, parce qu'il faut voir après ça les effets que ça va avoir sur la courbe, sur la contagion, sur le réseau, etc. Donc, à chaque fois qu'on annonce ces nouvelles possibilités, ce sont des bonnes nouvelles, mais on doit absolument les accompagner d'un respect strict des mesures de santé publique, continuer de se laver les mains, continuer d'être à 2 mètres autant que possible et le port du couvre-visage. Mais quand même, ce sont des bonnes nouvelles. C'est sûr que quand on pense que des gens pourraient recevoir d'autres personnes dans leur cours, on demande de garder une distance autant que possible, mais il faut être réaliste. C'est évident que quelqu'un, à un moment donné, va devoir entrer pour peut-être aller à la salle de bain. S'il y a des très jeunes enfants, quelqu'un pourrait devoir entrer pour changer une couche. Bon, il y a des situations comme ça qui sont l'évidence et qui vont nécessiter peut-être d'entrer à l'intérieur, mais s'il vous plaît, on vous demande d'éviter de vous rassembler à l'intérieur. On n'est pas rendu là pour le moment. Donc, pour l'instant, on fait le test à l'extérieur, sous réserve, là, comme je disais, de certaines choses qui sont du gros bon sens, là, le fait de devoir accompagner un enfant à la salle de bain, etc. Mais évitez de vous transporter à l'intérieur. On n'est pas rendu à pouvoir autoriser les soupers entre amis, les parties, les rassemblements dans les sous-sols et tout ça à l'intérieur, dans les appartements, dans les maisons, peu importe. On n'est pas rendu là. On vous demande de vous en tenir à des rassemblements à l'extérieur. 10 personnes maximum, 3 familles maximum, en respectant autant que possible la distanciation de 2 mètres et d'éviter, là, tu sais, c'est ça, des fois, bon, un vendredi, un samedi soir, on invite les gens à mesure que la soirée avance. Des fois, il commence à faire noir, des fois, il commence à faire froid, puis on peut avoir le goût de rentrer en dedans, mais s'il vous plaît, ne succombez pas à cette tentation. Pour l'instant, on s'en tient au rassemblement
Extérieur, quand c'est terminé, on rentre chacun chez nous, on verra l'effet que ça aura et on verra éventuellement la possibilité de peut-être pouvoir le faire à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on annonce pour l'extérieur, ce qui est déjà une très bonne nouvelle parce que ça va quand même nous permettre de revoir nos amis, de revoir notre famille et de profiter du beau temps. On sentait que ça, c'était une envie qui était très, très répandue. Il y a même déjà beaucoup de gens qui profitaient de l'extérieur. Il commence à faire beau, il annonce beau en fin de semaine et tout ça. Donc, vous allez pouvoir profitez du beau temps, profitez des gens qui vous entourent et ça va faire bien du bien à tout le monde parce que, comme je le disais, on sent que là, après 2 mois de confinement, on était rendu là. Et on a une autre annonce aussi à faire aujourd'hui que je ne ferai pas en détail en ce moment, mais dont je vais vous donner un avant-goût, une autre bonne nouvelle qui, d'après moi, va rendre les Québécois heureux, à savoir que la santé publique nous a également donné le feu vert pour rouvrir progressivement tout ce qui est soins corporels, soins esthétiques et soins de santé privés. On pense entre autres aux salons de coiffure et aux cliniques de dentistes qui pourront rouvrir éventuellement. Les dates qui ont été arrêtées pour le moment, c'est le 1er juin pour ce qui est des soins de santé privés dans tout le Québec. Et pour ce qui est des soins esthétiques corporels, ce serait le 1er juin en dehors de la grande région de Montréal et de la MRC de Joliette. Donc, la date pour la réouverture des soins des entreprises, c'est-à-dire de soins corporels et esthétiques pour la grande région de Montréal et pour la MRC de Joliette, reste à déterminer. Mais donc, on a déjà ces 2 dates-là qui sont prévues, ce qui est encourageant. On entendait quand même beaucoup parler là, de l'impatience, en tout cas de la hâte des gens de voir, entre autres, les salons de coiffure rouvrir. Donc, ce sera une bonne nouvelle qui sera accueillie, j'en suis certaine, aujourd'hui. Et ce sont mes collègues ministres de la Santé et ministres du Travail, Daniel Mécan et Jean Boulet, qui feront cette annonce un petit peu plus tard cet après-midi, avec tous les détails qui en découlent. Donc, toutes ces belles annonces qu'on fait aujourd'hui, je le répète, ça dépend aussi de notre capacité à maintenir nos bonnes habitudes de distanciation et d'hygiène. Parce que si la contagion devait repartir de plus belle, si on devait percevoir des effets indésirables aux nouvelles possibilités qu'on s'offre collectivement, bien, on devrait faire marche arrière. Souvenez-vous, quand on avait annoncé le plan de déconfinement des régions, on avait certaines dates là-dedans et la réouverture aussi, les écoles, les services de garde et tout ça. On a dû, depuis ce temps-là, repousser certaines dates, entre autres à Montréal, pour les commerces, les écoles. Donc, quand on sent que c'est nécessaire, quand la santé publique sent que c'est nécessaire, on n'hésite pas à faire des reculs ou à modifier des dates parce que la santé, c'est la priorité. Donc, la meilleure façon que nos investissements continuent de payer puis d'être rentables, c'est de continuer d'investir en prévention et en mesures de protection et de distanciation et d'hygiène. Je veux aussi faire une mise au point sur les vacances de nos infirmières parce qu'il y a des informations qui ont circulé par rapport à cette question-là qui ont été diffusées, entre autres, hier sur les vacances que pourront prendre nos infirmières cet été. Donc, je veux être très, très claire là-dessus. Nos infirmières vont pouvoir bénéficier cet été d'un repos qui est amplement mérité. Donc, il n'est pas question d'empêcher nos infirmières de prendre des vacances. Par contre, on va favoriser des séquences de vacances de 2 semaines. Et il va falloir que les établissements, bien sûr, s'assurent de pouvoir maintenir l'offre de services un petit peu partout pour des raisons évidentes. On ne peut pas se permettre d'avoir de rupture de service. Déjà que, bon, le personnel est un enjeu. C'est un secret pour personne depuis les dernières semaines. Mais donc, il n'est pas question d'empêcher les vacances ou on va faire le maximum pour s'assurer que nos infirmières puissent avoir des vacances. Et dans les zones froides, les vacances vont pouvoir être gérées comme elles le sont d'habitude, là, en vertu des ententes et des règles syndicales. Donc, je voulais faire cette mise au point-là parce que c'est important que nos infirmières sachent qu'on est très conscient du fait qu'elles méritent amplement ce repos et on doit avoir tout le monde aussi frais et dispo que possible cet automne pour, entre autres, prendre soin de nos personnes vulnérables.
Pour mes remerciements du jour, je vais revenir sur le port du masque et je vais remercier à nouveau tous nos entrepreneurs québécois. Je l'ai dit déjà d'entrée de jeu, mais je veux vraiment remercier en particulier ceux qui n'avaient pas l'habitude nécessairement de produire ce genre de produits-là, donc qui sont un petit peu virés de bord, si vous me passez l'expression, très rapidement et qui se sont adaptés spontanément aux besoins qui s'est présenté avec le fait qu'on doive maintenant porter un couvre-visage, donc des couturiers, des couturières, entre autres, des entreprises qui se sont mis à fabriquer des couvre-visages pour les citoyens, qui font de très beaux produits avec une gamme de prix et tout ça. Donc, il y en a qui sont accessibles selon les besoins et selon l'intérêt pour une foule de gens. Donc, on a eu ce besoin-là qui s'est présenté, dont on ne se serait pas douté il y a quelques semaines. Ça prenait des gens qui s'adaptaient puis qui étaient capables d'être créatifs puis de rapidement en produire. Et c'est ce que nos entrepreneurs ont fait. Et au-delà de ces remerciements-là, je veux vraiment faire un appel à tout le monde. Regardez ce qui se fait chez nous. Regardez les couvre-visages qui sont produits par nos artisans québécois. Il y a des choses très intéressantes. Et plus largement, assurez-vous de disposer de ce couvre-visage-là et développer le réflexe de le mettre dès que vous sortez de chez vous. C'est pas la question. Au-delà de la question d'être obligatoire ou non, c'est vraiment un réflexe puis une habitude qu'il faut qu'on développe. On n'est pas habitué, on le sait, ça fait bizarre peut-être les premières fois, mais il faut développer cette habitude-là. Je lisais ce matin un article qui disait qu'à Québec, entre autres, chez nous, les gens n'étaient pas encore très habitués ou le portaient pas beaucoup. Donc, je fais un appel à mon monde à Québec, développez l'habitude, procurez-vous un couvre-visage et habituez-vous à le mettre. Il y en a des très beaux, comme je l'ai dit, donc des fois, s'il y en a qui ont des enjeux plus de coquetterie, vous allez certainement trouver chaussures à votre pied dans toute la gamme de beaux produits qui se fait chez nous à Québec. Donc, merci à nos entrepreneurs et s'il vous plaît, commencer à développer cette habitude pour ceux qui ne l'ont pas encore prise. Donc, je vais terminer en vous disant, comme toujours, de ne pas relâcher. C'est pas le temps de lâcher nos efforts. Au contraire, c'est le temps de jouir des nouvelles possibilités qui nous sont offertes, entre autres celles à partir de vendredi. Donc, vous pouvez déjà penser à qui vous voudrez inviter en premier pour votre premier rassemblement de 10 personnes maximum et 3 ménages maximum à l'extérieur et à 2 mètres. Mais continuez d'être respectueux des règles et continuez de faire le maximum pour que tout ce qu'on investit comme effort collectif pour pouvoir aller vers graduellement une vie normale, ça puisse continuer de payer et qu'on puisse continuer de, justement, graduellement retrouver cette vie aussi normale que possible. Donc, ne lâchez pas, on continue et puis profitez quand même du beau temps en fin de semaine et dans les prochains jours avec vos amis à partir de vendredi. Merci. Est-ce que vous souhaitez résumer en anglais ou on va directement aux questions? Oui, tout à fait. Alors, good afternoon. Bon après-midi. Je sais que cela devient de plus en plus difficile de rester discipliné après 2 mois, et tout spécialement avec l'arrivée de l'été. On s'ennuie de nos amis, des membres de notre famille. Voilà pourquoi je suis heureuse de vous dire qu'on a le feu vert pour autoriser les rassemblements extérieurs sous certaines conditions à partir de vendredi. D'abord, les rassemblements devront être limités à un maximum de 10 personnes. Cela devra inclure des gens en provenance de 3 ménages au maximum. Nous ne permettons pas les soupers à l'intérieur ou les parties entre amis. La situation demeure fragile et on doit rester prudent. Mais pour l'instant, cela nous permettra de voir nos amis, de profiter du beau temps qui s'en vient. Et je pense que cela va tous nous faire du bien. La santé publique nous a aussi donné le feu vert pour graduellement rouvrir les entreprises de soins corporels, de soins personnels, les dentistes, entre autres, et les coiffeurs. Cela va se faire avec des mesures de protection. Pour les soins privés, ce sera le 1er juin partout au Québec. Pour les soins personnels, maintenant, ce sera à partir du 1er juin, sauf pour la région de Montréal et de Joliette. Mes collègues Daniel Mécan et Jean Boulet vont en faire l'annonce un peu plus tard aujourd'hui. Je vais conclure en vous disant que ce n'est pas le temps de stopper nos efforts. Si on continue de respecter les directives, nous allons continuer d'aller dans la bonne direction tous ensemble. Merci. Merci, Madame la vice-première ministre. Alors, pour la période des questions, nous allons débuter aujourd'hui avec Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour, Madame Guilbeault. Alors, il y a eu un premier décès d'un détenu de la prison de Bordeaux de la COVID-19. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est le signe que les mesures que vous avez mises en place n'ont pas fonctionné? Mais d'abord, je veux offrir mes condoléances, bien sûr, à la famille de cette personne-là. Bien sûr que je ne peux pas donner de détails sur le cas en question, mais effectivement, il y a eu un premier décès. Mais je l'ai dit, souvent, les mesures nécessaires dans nos centres de détention, dans le réseau carcéral au Québec, bien sûr, on fait face à des défis dans ces milieux d'hébergement fermés comme dans d'autres milieux d'hébergement fermés, mais les mesures ont été prises dès le début pour limiter autant que possible la contagion, entre autres à l'établissement de détention de Montréal, l'établissement Bordeaux. Et ces mesures-là fonctionnent dans la mesure où il y a seulement environ 2 % de la population carcérale qui en ce moment est infectée. Et donc, le nombre de cas de personnes infectées, d'ailleurs, à Bordeaux a diminué. Il était hier plus élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 60 personnes infectées. Donc, les gens guérissent aussi. Donc, ce qui fait que dans l'ensemble, les données diminuent. Mais donc, ça fonctionne relativement bien. Évidemment, on ne peut pas empêcher tous les cas. Donc, c'est certain c'était prévisible qu'il devait y avoir des cas éventuellement, mais rappelons qu'il y a plusieurs mesures depuis le mois de mars. Les visites ont été suspendues, les peines discontinues se purgent à la maison, toutes les activités qui peuvent se dérouler à distance, en visioconférence, en visioparloir, on le fait. Il y a eu aussi des réaménagements là, au sein de la prison de Bordeaux pour vraiment déterminer des secteurs d'isolation et des secteurs de personnes infectées, donc s'assurer autant que possible que les mesures de distanciation puissent être respectées à l'intérieur des murs. Donc, il y a plusieurs mesures. La santé publique aussi suit la situation de très près à Montréal. On travaille beaucoup au ministère avec la santé publique du CIUS local qui, en fin de compte, nous donne aussi les directives là, à appliquer, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble des secteurs d'activité au Québec. C'est toujours la santé publique qui chapeaute l'ensemble des mesures de prévention, les tests et tout ça. Il y a plus de 500 tests qui ont été effectués aussi dans le réseau carcéral. Donc, ça va bien. Il y a des cas malheureux et encore une fois, je vais offrir mes condoléances à la famille de la personne en question. Mais les mesures, elles ont été prises très rapidement dès le départ et malgré l'impossibilité d'éviter tout cas de COVID, je considère que, somme toute, ça se passe relativement bien dans le réseau carcéral actuellement. L'accès aussi aux équipements de protection individuelle se passe bien. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. On se parlait de ça la semaine dernière, vous et moi d'ailleurs. Donc, ça se passe bien. Les personnes, entre autres le personnel qui doit porter de l'équipement selon certaines conditions qui ont été déterminées en collaboration avec la santé publique, ont accès à cet équipement. Donc, dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Est-ce que vous savez, il y a combien de secteurs en tout dans l'établissement qui sont en confinement et jusqu'à quel point on craint que les cas à l'intérieur des murs de la prison puissent amener des infections à l'extérieur? Et c'est pour ça qu'on essaie d'éviter aussi. Il y a 2 secteurs pour répondre à votre question. Et les personnes qui sont dans ces 2 secteurs-là ont toutes été testées. Donc, ça, je vais amener ce point-là. Alors, on sait ce qu'il en est là, des personnes dans ces secteurs-là, mais on veut éviter autant que possible les déplacements. C'est pour ça que je disais que tout ce qui peut se dérouler à distance se déroule à distance. Quelqu'un qui doit absolument se déplacer, que ce soit pour une raison médicale ou qui doit absolument aller, par exemple, au palais de justice ou autre, eh bien, là, il y a beaucoup de matériel. Là, il y a tout le matériel de protection qui est prévu en conséquence, là, donc des blouses, visières, etc. Alors, on prend toutes les précautions pour éviter que les gens se déplacent et quand c'est absolument nécessaire qu'il y ait des déplacements dans la prison ou que les gens doivent sortir du centre de détention, bien, on a l'équipement en conséquence pour limiter autant que possible la propagation. Merci. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA. Moi, Madame la vice-première ministre, Dr Arruda. Dr Arruda, une question pour vous, compte tenu de ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, puis qu'on sait que Montréal, c'est encore une zone chaude. Je pense que je ne me trompe pas en le disant. On ouvre les commerces lundi. On permet les rassemblements vendredi. C'est quoi le risque qu'il y ait une nouvelle explosion des cas à Montréal? Le risque, je vais vous dire, le risque va être associé, en mon sens, très honnêtement, à jusqu'à quel point les gens peuvent respecter la distanciation. Je pense que c'est un élément. Le port du masque, l'hygiène respiratoire et les consignes. C'est sûr que quelque part, premièrement,
On sait que déjà certaines personnes se rassemblent. Des fois, on est au clair avec le fait que c'est un rassemblement aux 10, ça ne devient pas adéquat. Donc ça vient préciser le type de rassemblement. Puis ça vient, je vous dirais, donner une consigne qui a été analysée sur la base de tout ce qui se fait au point de vue international. Le chiffre de 10 semble faire consensus. Puis là, quand on parle de 3 maisonnées, là, le concept de bulle, c'est ce qui est utilisé ailleurs. Le 3 maisonnées, ce que je voulais aussi spécifier, c'est que les 3 maisonnées, c'est des personnes qui vivent sous le même toit, dont une famille de 4, une famille de 3, une famille de 3. Ces personnes-là qui vivent sous le même toit sont dans la même maisonnée. Absolument, ils ne gardent pas 2 mètres de distance. Ils peuvent, eux, être plus proches les uns des autres, mais les 3 familles différentes vont pouvoir se voir avec 2 mètres de distance. À New York, on a vu des parcs qui ont été dessinés avec des ronds, là, où on voit vraiment les gens sont... Si les gens respectent les 2 mètres, si les gens, quand ils vont se croiser, vont porter un masque, si les gens qui vont organiser les commerces vont appliquer cette distanciation-là, on n'est pas dans le même phénomène que quand on est à l'intérieur enfermé. Fait que pour le moment, je vous dirais qu'il faut aussi balancer l'effet sur la santé mentale des individus, les rencontres clandestines qui sont, à mon avis, plus problématiques qu'une rencontre qui est planifiée. C'est plus facile d'enquêter sur une éclosion, éventuellement, si on connaît les familles avec qui on a été et qu'on est capable de chercher des contacts. Fait que la situation est fragile, mais je vais vous le dire comme tel, on pense que si on ne donne pas cette soupape-là, on va avoir des conséquences négatives importantes au niveau de la santé mentale, au niveau... Puis les gens vont le faire de façon clandestine, etc. Fait que je pense que c'est comme si on ouvre un peu le robinet. Par contre, les autres consignes demeurent. Ça ne veut pas dire que parce qu'on peut se voir 3 maisonnées à l'extérieur, ça peut être dans un parc, ça peut être dans sa cour chez soi, qu'on veut des rassemblements à l'intérieur de la maison, parce que c'est là que les contacts sont plus importants. C'est plus difficile de respecter, de mettre un rapprochement. On touche plus d'objets qu'à l'extérieur. Fait que moi, ce que je veux dire, c'est que Montréal, ça demeure fragile. Montréal, on y va progressivement avec des délais par rapport à d'autres régions. Et on va mesurer la situation. Puis si jamais on se rend compte que les gens ne respectent pas les consignes, à ce moment-là, on verra ce qu'on va faire. Si on se revoit, on voit vraiment, là, il y a des gens qui vont observer. Puis je pense que ça va devenir, à mon avis, aussi une certaine norme sociale actuellement. Il faut comprendre qu'on refait des soupers à l'extérieur, soit dans les parcs, etc., mais dans un contexte qui est un peu différent de ce qu'on avait avant. Donc, des contacts, les familles restent dans leur îlot, puis ils essayent de rester à 2 mètres les uns des autres. S'il y a un croisement, ils font ça rapidement, là. Mais c'est pas 3 familles qui se regroupent dans un espace clos, fermé. On comprend que ça va prendre 21 jours avant que vous soyez capable d'avoir un portrait juste de la situation à Montréal où il y a plus de cas, là. C'est-à-dire que 21 jours, ça, on va avoir des indices plutôt. On va suivre les comportements des individus, parce que ça, puis il y a des gens qui regardent les données, ces distanciations, on fait des sondages. Déjà, certaines personnes ont avoué qu'ils ont pas respecté la consigne d'aller voir un membre de la famille alors qu'il ne devrait pas, etc. Là, on sent là, que les gens le font. 21 jours, la période d'incubation, moi, je vous dirais, là, on va avoir certains signes après 10 jours, reconfirmer plus vers 14, puis vraiment, là, 21 jours. Mais vous savez, nous, dès qu'on va voir certaines tendances, là, ou qu'on va voir les comportements ne sont pas respectés, on peut revenir en arrière. Et là, ce serait vraiment tout le monde qui serait perdant. Puis donc, je vous invite à respecter ça. Puis faites-le pour vous, votre santé, faites-le pour la santé de vos aînés, puis faites-le pour la santé aussi des autres. Puis faut que ça devienne comme une norme sociale. C'est pas le temps de faire des parties 30 personnes dans la cour autour de la piscine, mais 10 personnes, avec la distanciation, ça va être permis. Merci. Maintenant, au tour de Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour à vous deux. J'essaie de savoir qu'est-ce qui change par rapport à l'arrêté qui avait été émis le 20 mars, ou le décret. Parce qu'il y avait déjà une autorisation de se retrouver avec d'autres personnes en gardant une distance de 2 mètres. Finalement, qu'est-ce que vous permettez aujourd'hui? Et d'un point de vue de sécurité publique, jusqu'à quel point c'est gérable, ce que vous annoncez? On vient clarifier, en fait.
Le décret disait qu'on pouvait déjà être en présence à l'extérieur de gens si on gardait le 2 mètres puis tout ça, mais on vous disait autant que possible éviter de le faire dans votre cours, sur votre terrain, dans des endroits qui sont propices à ce que tôt ou tard on soit plus à 2 mètres, on va y rentrer en dedans, bon. Puis qu'il y ait des contacts indus ou de la promiscuité indue en période où on ne pouvait pas encore se le permettre. Donc ça, aujourd'hui, ça vient donner des balises très claires. Dr Arruda l'a bien dit, puis je pense qu'on l'a probablement tous observé dans nos quartiers respectifs. Il y a des gens qui commençaient à le faire déjà. T'sais, on voit des familles de plus en plus nombreuses, des fois des maisonnées de plus en plus nombreuses dans la même cour à mesure qu'il fait beau. Donc, c'était de venir dire, parfait, faut être réaliste, les gens sont tannés, les gens veulent se voir, s'ennuient, il fait beau, il fait chaud. On veut pouvoir se rassembler, mais là, on met des balises très claires. Donc, on vous dit, vous pouvez être 10, maximum 3 cellules, 3 maisonnées. C'est pas forcément des familles avec de la parenté, ça peut être des colocataires, etc. Donc, maximum 10 personnes à l'extérieur, 3 ménages, avec la distanciation autant que possible quand c'est pas des gens d'une même maisonnée. Et comme ça, tout le monde a les mêmes balises, les mêmes référents, puis on sait exactement à quoi s'en tenir, puis on sait à quoi on a droit, puis on peut profiter, disons, l'esprit plus tranquille du beau temps et du fait de pouvoir revoir graduellement nos proches. Parce que s'il y en a qui se le permettaient déjà plus ou moins clandestinement, il y en a qui n'osaient pas, puis qui disaient, bon, mais je m'ennuie, puis tout ça. Fait que là, maintenant, ces gens-là peuvent le faire franchement, ouvertement, sans être stressés, mais toujours en respectant les règles, parce qu'évidemment, on le dira jamais assez, c'est toujours un test, ces nouvelles affaires-là. On essaie une nouvelle affaire. Si on voit qu'il y a un effet désirable sur la contagion, bien, on doit revenir en arrière. Donc, on demande aux gens d'être respectueux. En sous-question. Que répondez-vous à la demande du maire d'Oka de faire intervenir la Sûreté du Québec dans le parc national pour permettre aux gens d'y accéder? Parce que présentement, ils ne peuvent pas le faire. Oui, il y a des discussions qui sont en cours avec, notamment avec M. Simon, le grand chef de Kanesatake, avec mes collègues aussi du ministère de Forêt, Faune et Parcs, parce que le parc en question relève de la CEPAC, donc ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs. Donc, il y a des discussions là, chez mon collègue Forêt, Faune et Parcs, ma collègue ministre responsable des Affaires autochtones et le grand chef Simon Kanesatake avec la santé publique locale. Donc, on est en train d'essayer de voir exactement là, quelle solution on pourrait trouver à cette problématique. On comprend qu'il y a des inquiétudes à divers endroits au Québec, mais notamment dans ce coin-là sur la période de déconfinement qu'on vit. Mais donc, c'est ça. Il faut essayer de voir de quelle façon est-ce qu'on peut les rassurer, puis comment on peut en venir à une solution qui va nous permettre de... Mais il ne s'agit pas d'interdire l'accès au parc. C'était prévu que les parcs de la CEPAC rouvrent le 20 mai. On est le 20 mai. Donc, on les encourage, ou plutôt on les décourage à bloquer l'accès au parc. Mais on est en discussion là, pour trouver une solution à cette problématique-là. Évidemment, nous, chez nous, on garde toujours un œil avisé sur les situations en termes de sécurité publique, mais ce n'est pas un enjeu qui actuellement relève de la Sûreté du Québec ou du ministère de la Sécurité publique. C'est vraiment des discussions entre CEPAC, Forêt, Faune, Parc, Affaires autochtones et M. le grand chef Simon Kanesatake et la santé publique, bien sûr. Merci. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Hier, M. Legault a dit qu'il se réjouissait que la frontière américaine reste fermée. Si c'était juste de lui, ce serait jusqu'à la fin juillet. Pouvez-vous me dire pour vous la différence entre ça et des gens de la Côte-Nord qui disent, nous, on aimerait que la frontière, ou le barrage plutôt, reste fermé plus longtemps parce qu'on veut se protéger, entre guillemets, des gens des zones chaudes? Sur la Côte-Nord, il y a eu plusieurs discussions avec ce secteur-là. La Côte-Nord, on fait même la distinction de Côte-Nord, Basse-Côte-Nord. Il y a eu des discussions sensiblement différentes selon qu'on est à un endroit ou à un autre. Et il y a eu une modification aussi d'ailleurs des dates. Maintenant, c'est au 31 mai pour la Côte-Nord. Donc, je l'ai dit, la même réponse vaut que tantôt. On comprend qu'il y a des inquiétudes à certains endroits et il y a une évaluation qui est faite par la santé publique et peut-être d'ailleurs que Dr Arruda voudra compléter. Mais donc, c'est des discussions, c'est de rassurer, c'est d'expliquer aux gens, mais tout en prenant en compte les réalités et les particularités locales. Il y a des endroits où il y a des populations plus vulnérables, plus isolées, moins adaptées pour affronter une éventuelle situation de contagion. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on met dans la balance et le résultat, si on veut, de cette équation-là nous permet de prendre les décisions les plus objectives et scientifiques possibles. Et d'ailleurs, peut-être que Dr Arruda voudra compléter là-dessus. Écoutez, il y a une question de niveau. On est en processus de réouverture. On ne pourra pas empêcher éventuellement le virus. L'analyse est faite selon l'analyse sanitaire par la santé publique. Là. Je veux dire, on ne rencourage pas non plus pour le moment des déplacements indus.
c'est plus difficile de contrôler ça à une frontière. Puis je pourrais vous dire, si j'essaie de pousser à l'extrême la logique, là, on pourrait dire s'il y a des cas dans une rue ou dans un sous-quartier, est-ce qu'on va empêcher les gens de sortir de ce quartier-là? Comme là, mais vous comprenez, là, si on pousse à l'extrême, donc c'est des questions d'application, puis c'est des questions aussi où on ne pourra pas contenir à tout jamais. Puis il faut falloir à un moment donné, puis à ce stade-ci, surtout, et je pense qu'il y a des décisions locales qui sont prises avec l'analyse spécifique, particulièrement quand il y a des enjeux d'accès aux soins, si jamais il y a une épidémie là, puis qu'on ne peut pas rapidement transporter les personnes vers la ville. Et donc, vous savez, on aimerait ça pour se prémunir de nouveaux cas. On sait que tant qu'on n'aura pas un vaccin puis des médicaments, ça va être impossible. Puis on aimerait ça prévenir tous les cas d'hospitalisation puis de décès, ça va être impossible. Mais c'est toujours une question de gestion du risque, etc. Puis il y a une certaine fluidité dans la communauté qui doit quand même s'installer. Mais c'est vraiment une analyse là, qui est faite par la santé publique dans une perspective de capacité sanitaire. Puis c'est sûr que quand on est à zéro, on voudrait que ça ne rentre pas nulle part, mais puis des fois, à retenir ou à fermer, ça peut rentrer clandestinement, etc. Fait que c'est comme un équilibre de choix qui est fait en fonction de la tendance. Mais encore, on n'a pas dit aux gens, allez-y de façon massive à tel endroit, si c'est pas vraiment nécessaire. En sous-question. On avait ce matin dans le Soleil j'allais dire l'histoire, mais le compte-rendu d'une citoyenne de Québec qui avait des symptômes qui s'apparentaient à la COVID et on lui a refusé d'être testée. J'aimerais ça que vous me disiez si c'est pas dans les recommandations. Normal, et est-ce que c'est parce qu'on limite les tests pour les concentrer à Montréal? Non, absolument pas. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai relu l'article 2 fois pour être sûr que je me trompais pas parce qu'on me l'a signalé. Non, je vais faire les vérifications. Il n'y a pas de conseil à dire qu'on les limite pour Montréal. Les gens ont leur quota, puis je suis convaincu que le quota n'a pas été atteint comme tel. Une personne symptomatique d'un certain âge, à mon avis, selon les indications, là, je vais faire les vérifications, puis avant de me fier seulement sur ce qui est rapporté, je vais aller enquêter pour obtenir l'information. Mais les gens qui ont des symptômes compatibles devraient se faire tester. Comme tel, puis aussi pour prendre en charge s'ils sont positifs, leurs contacts à la maison, etc. Je ne sais pas ce qui est arrivé, là, mais on va corriger ça. Merci. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, Dr Arruda. Pourquoi la santé publique a décidé de retirer du nombre d'hospitalisations une certaine catégorie de patients, ceux qui ne sont pas nécessairement à l'hôpital, mais qui ont des soins dans un autre Parce que site? c'est pour refléter, parce que ces gens-là sont soit avaient fait la maladie puis sont plus en état aigu, ils seraient retournés à la maison, par exemple. Ils ne seraient pas hospitalisés. S'ils avaient eu une place où aller, ils ne seraient pas hospitalisés. C'est des gens qui passent en réadaptation, par exemple, ou à certains centres. C'est que dans notre magnifique système d'information où on catégorise les établissements, ces gens-là étaient restés là. Puis on s'est rendu compte qu'avec le temps, il y avait une masse d'individus qui étaient dans les hospitalisations encore, comme s'ils étaient des cas actifs et qui n'étaient plus des hospitalisations, mais qui se retrouvaient en attendant d'être envoyés ailleurs. Les analyses ont été faites par les gens pour avoir un meilleur portrait. C'est pas pour rien cacher. D'ailleurs, on a fait les ajustements, on vous le signale que ça va être la même méthode maintenant. Ah, sous-question. Maintenant, au sujet des rassemblements extérieurs, est-ce qu'il y a des prescriptions particulières au sujet des personnes de 70 ans ou plus? Puis vous avez glissé un mot au sujet qui sont, par exemple, des grands-parents qui voudraient aller voir les petits-enfants. Là, on revient souvent avec cet exemple-là. Là. Pour les 70 ans et plus, est-ce qu'il y a des prescriptions particulières? Et par ailleurs, vous avez tout à glissé un mot sur le masque tantôt. Là. Ce que ça veut dire, ces rassemblements-là, là, pour un barbecue, le masque, bon... Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens vont se déplacer pour aller vers l'endroit, si à un moment donné, pour une raison X ou autre, ils doivent rester plus longtemps collés X, là, le port du masque, c'est un élément d'hygiène respiratoire. C'est tout. Probablement, si vous êtes malade, là, puis vous avez des symptômes, de grâce, allez pas. Non, mais il faut le répéter, des fois, des gens, on sait qu'on a un risque parce qu'il y a des gens symptomatiques qui peuvent le faire. Deuxièmement, souvent, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on peut avoir confiance sur ce qu'ils ont pu faire antérieurement. Là, c'est un élément. Puis là, la question des personnes âgées, bien, c'est sûr que si vous êtes une personne vulnérable avec une maladie chronique, puis vous avez 82 ans, si vous allez à l'extérieur, vous allez à ce souper-là, il y a un potentiel avec des maisonnées quand même que vous poussiez être infecté.
le risque n'est pas, mais c'est pas comme si vous allez partout à l'extérieur, etc. Si vous restez dans votre bulle maisonnée, avec qui vous vivez, votre garçon, disons un garçon puis sa mère, puis il est invité chez l'autre sœur, ben je veux dire, si la personne reste dans sa bulle, elle ne se rapproche pas de 2 mètres des autres, elle pourrait être à l'extérieur, au parc dans une bulle, je veux dire, dans une zone où elle est plus proche, elle peut être assise sur sa chaise, puis son fils est à côté d'elle, mais l'autre famille avec qui elle ne vit pas, ou qui a des petits-enfants qui vont à la garderie, par exemple, ou qui travaillent, on essaie de ne pas les rapprocher. C'est une décision, à mon avis, personnelle. Si la grand-mère, même si on a dit qu'il y a des grands-mères en bonne forme, 69 ans, qui pouvaient venir garder leurs petits-enfants toute la semaine, là, il y a un jugement à se poser. Est-ce qu'on considère qu'elle est dans la maisonnée ou elle n'est pas dans la même maisonnée? Mais elle est déjà, si dans la semaine, elle est avec cet enfant-là, puis elle a des contacts étroits, elle pourrait être dans la bulle de maisonnée comme telle. Mais l'important, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse jamais 10. 10 personnes, parce que c'est un nombre où on sent que les interactions au 10, c'est difficile. Ça se passe à l'extérieur, puis vous faites l'évaluation de votre risque aussi en fonction de votre santé. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Madame Guilbeault, on reçoit beaucoup de messages de parents montréalais qui se plaignent de la qualité très inégale du soutien pédagogique que le réseau public fournit. Il y a des grandes disparités entre certains enseignants qui font beaucoup d'interactions avec leurs élèves et d'autres qui font vraiment le strict minimum. Puis ça finit par se ressentir dans l'apprentissage en dépit de tous les efforts de scolarisation des parents. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour atténuer les disparités dans l'apprentissage des élèves? Vous me parlez des élèves du secondaire? Du primaire. Du primaire? Bien, c'est sûr que ça a été un gros défi là, de mettre en place une scolarisation substitut, si on veut, en attendant de pouvoir rouvrir les écoles. Et là, ça n'a pas pu se faire dans la CMM. Donc, et mon collègue le dit souvent, on compte beaucoup sur les enseignants, sur les centres de services, sur les écoles pour mettre en place ces outils-là pédagogiques, les trousses qu'on met à disposition. On compte aussi, bien sûr, sur l'appui des parents pour pouvoir aider les enfants, surtout quand on pense aux primaires, des enfants très jeunes, là, 5, 6, 7 ans, on a besoin beaucoup des parents. Donc, mais les commissions, c'est-à-dire les centres de services, les écoles, déploient énormément d'efforts en ce moment, ont dû s'adapter très rapidement à cette situation-là. C'est possible que d'un centre de service à l'autre, ou peut-être même d'une école à l'autre, à l'intérieur d'une même communauté, il y ait des variations, d'un professeur à l'autre aussi, possiblement. Mais dans l'ensemble, l'écho qu'on a, c'est que tout le monde fait le maximum d'efforts pour faire des suivis auprès des élèves, des enfants, pour mettre à disposition des trousses pédagogiques, pour s'assurer que, malgré tout, on est capable de continuer à stimuler nos jeunes, à avoir quand même un environnement qui soit enrichissant puis stimulant sur le plan intellectuel, qui peut les occuper aussi, parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, à un moment donné, le temps est long. Donc, on fait confiance à nos enseignants, on les remercie aussi. D'ailleurs, s'il y a des situations qui doivent être signalées, elles peuvent l'être aussi à travers les centres de services et notre collègue ministre de l'Éducation et tout le ministère, d'ailleurs, font des suivis, suivent ces situations-là de très, très près, entre autres, justement, à la CMM où les écoles n'ont pas pu rouvrir. Et s'il y a des ajustements qui doivent être faits, on les fait. Sous-question? Une sous-question maintenant pour M. Arruda. On réalise avec les annonces d'aujourd'hui, puis les annonces qui ont eu cours dans la dernière semaine, on déconfine vitesse grand V. On a l'impression que ça va très vite après avoir été très enfermé pendant longtemps. On se demande, est-ce que la santé publique, la direction de la santé publique subit une pression pour aller plus vite par le gouvernement? Parce que là, ça nous semble aller extrêmement rapidement sans qu'on puisse nécessairement prendre la température de l'eau, par exemple. Écoutez, pas de pression. On a des discussions, mais je vais vous dire, la population elle-même aussi, elle met des pressions. Là. On a des groupes de pédiatres qui trouvent même qu'on aurait peut-être dû ouvrir l'école à Montréal. Donc, on essaie de faire un équilibre par rapport à ça. Et jusqu'à maintenant, les déconfinements qu'on a faits, les effets sont dans ce qu'on était attendu. Okay? Bon, est-ce que, puis comme je le dis encore, la société doit reprendre, mais d'une façon différente. Les commerces doivent réouvrir d'une façon différente. Les commerces qui n'appliqueront pas les règles qui sont émises par la SNES, par exemple, pourront avoir des contraventions, fermées, etc. Je vous dirais que si on respecte, puis on a eu des discussions même avec des scénaristes, la variation de la distanciation, là, je veux dire, c'est plus dans la distanciation. Si les gens se comportent
avec distanciation, avec port de masque quand ils sont dans les transports en commun, quand ils vont dans les commerces, puis etc., mais je veux dire, on va être capable de refonctionner avec un RO qui va demeurer, parce qu'à Montréal, il est autour de 1, là, puis si on ne fait pas bien les choses, il peut remonter comme ça, puis si on fait bien les choses, il peut descendre comme ça. Fait qu'on est encore, je vous dirais, puis à un moment donné, il faut prendre en compte les comportements réels des individus. Hein? Quelle est la norme qu'on donne aux gens? Parce que si on le fait dans la clandestinité, ça va être encore plus compliqué que d'être capable de le voir. Si on se rend compte que c'est dans les maisonnées, à l'extérieur, les pique-niques qu'on génère des éclosions, bien, on pourra savoir qu'on peut leur fermer. Si on ne sait pas d'où ça vient, je ne sais pas si vous comprenez, ça devient plus difficile. Fait que je vous dirais que puis la vitesse, elle peut être dépendante. On peut reporter très, très loin puis dire on ne fait rien parce qu'on veut rester, mais là, vous allez vous retrouver avec des problèmes sociaux de façon très, très importante. Il ne faudrait pas que les problèmes sociaux qu'on déclenche deviennent supérieurs à la maladie qui se transmet, qui, dans la majorité des cas, ne donne pas des problèmes non plus. Voyez-vous, là, c'est tout ça qu'il faut faire. Il va falloir penser à la santé mentale de nos jeunes, hein, de nos petits-enfants. Fait que j'arrête ici pour être bref, court et précis. Donc, je pense que c'est une vitesse qui peut-être peut être perçue comme grand V pour certains, pas assez grand V pour d'autres, mais on va mesurer les effets. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Madame la vice-première ministre, M. Arruda. Est-ce que, juste une précision sur les rassemblements, si une personne, par exemple, de Québec veut aller soit dans Bellechasse ou dans Port-Neuf, est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on peut changer de région ou il faut que ça se fasse dans la région même où on vit? On continue de décourager les déplacements non essentiels. Quelqu'un de Québec qui va aller dans Port-Neuf, c'est la même région administrative, ça fonctionne. Bellechasse, c'est sûr que là, Lévis, Rive-Sud, c'est pas proprement parler la même région, mais tu sais, c'est proche. Il y a le gros bon sens là-dedans aussi, mais quelqu'un qui voudrait partir de Québec pour aller faire un barbecue un samedi, je sais pas, moi, dans la Nodière, bien là, ça commence à faire loin, là, tu sais. Il y a fort à parier qu'elle va dormir là, qu'elle va peut-être aller dans un hôtel, à l'épicerie, ou en tout cas, qu'elle va laisser sa trace dans la communauté. Un peu comme le principe des chalets. On dit, vous pouvez aller à votre chalet, mais essayez de faire vos affaires chez vous. Fait que c'est un peu le même principe. Si vous pouvez éviter de changer de région puis vous déplacer d'une région à l'autre pour des raisons non essentielles, évitez de le faire autant que possible. D'accord, merci. Mon autre question est pour le Dr Arruda. On m'a rapporté, entre autres, qu'il y a un employeur dans Charlevoix, puis je pense que ça peut s'appliquer à un paquet de gens, là, qui exige de ses employés qui vont recommencer à travailler au cours des prochains jours qu'ils partent de Québec et se mettent en isolement pendant 14 jours dans Charlevoix pour pouvoir travailler dans l'entreprise en question là-bas. D'abord, est-ce que c'est légal et est-ce que c'est une bonne idée ou c'est exagéré comme mesure? Moi, écoutez, quant à la légalité, je ne suis pas avocat. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui pourraient répondre à ma place, mais je pense que c'est pas nécessairement légal. Et la question aussi, c'est que Québec est quand même considéré comme une zone froide. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas du tout. Je ne dis pas qu'il y a un peu de transmission. Mais c'est très différent de quelqu'un qui est allé travailler dans un CHSLD quand il allait à Montréal puis qui revenait dans une situation où on a une histoire d'exposition. Fait que là, je trouve que c'est là que ça devient là, un comportement qui, à mon sens, moi, je pense pas que ça vient de la santé publique, cette information-là. C'est l'entreprise qui... C'est ça. Moi, je pense que c'est exagéré par rapport à la chose. Que les gens disent, si tu as des symptômes, puis tout ça, tu viens pas, c'est correct, là. Mais d'empêcher quelqu'un de Québec d'aller dans Charlevoix, puis de le mettre en isolement 14 jours, puis il doit rester là-bas pendant 14 jours avant de recommencer à travailler, je pense qu'on n'est pas dans une différence de transmission assez importante. Je dis pas qu'il y a peut-être plus de cas à Québec, mais ils vont se concentrer ça s'est concentré autour de certains établissements. Il peut y avoir de la circulation. Là, je veux juste vous dire une chose. Hein. Le virus, il est partout, il rôde, il faut avoir l'impression qu'il est partout. Mais pas à mettre des mesures comme ça qui, à mon avis, viennent brimer des droits ou des accès qui ne sont pas justifiés. Pour brimer les droits, il faut avoir des bonnes raisons. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, moi, je pense que c'est un problème. Merci. Alors, pour conclure, à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Depuis tantôt, vous parlez du nécessaire
équilibre entre santé publique, mesures de protection, puis santé mentale. Mais en même temps, là, vous dites, pour les déplacements régionaux, entre les régions, on va continuer d'encourager les gens à se limiter aux déplacements essentiels. Est-ce que ça ne devient pas, en quelque part, un déplacement nécessaire pour quelqu'un, je vais donner un exemple, qui habite à Montréal et dont les parents sont en Gaspésie? Ça ne devient pas une raison humanitaire éventuellement que de retourner voir ses parents peut-être qui sont seuls en Gaspésie? Et comme vous êtes ministre de la Sécurité publique, comment la police va pouvoir encadrer tout ça? Donc, à la fois la question des déplacements entre les régions, mais aussi du respect de la dizaine, là. Dans les cours cet été, quand il va y avoir un barbecue, est-ce qu'on va sortir, on va créer une police de la dizaine? Donc, autant pour les déplacements interrégionaux que pour les barbecues. Comment vous allez faire pour encadrer ça? Puis qu'est-ce qui sera vraiment permis, là? Premièrement, sur les déplacements interrégionaux, l'humanitaire, ça a toujours été permis. Quand je dis une raison non essentielle, l'humanitaire fait partie des raisons essentielles. La définition d'humanitaire, ça peut porter une certaine interprétation. On a souvent dit aussi qu'on se fiait au bon jugement des policiers à l'époque où les régions étaient confinées. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, on se fie à la bonne foi des gens. C'est certain que si vous avez un parent ou un grand-parent qui est très isolé dans une autre région, qui n'a personne d'autre pour l'aider, de toute façon, on considère déjà que vous étiez légitime de vouloir aller aider cette personne-là si vraiment il ne pouvait pas trouver de l'aide ailleurs dans sa communauté. Donc, ça peut se comprendre. L'exemple qu'on donnait tout à l'heure, c'était plutôt si par exemple, vous avez des amis puis de la famille qui habitent dans la même région que vous, mais vous avez aussi un autre groupe d'amis dans une région qui est à 300 km, peut-être vous pourriez commencer par voir vos amis qui habitent proches avant d'aller à 300 km. C'est dans ce sens-là que je disais que quelque chose peut être plus essentiel qu'une autre chose. Et pour ce qui est de l'encadrement de cette nouvelle permission à 10 personnes maximum, le fait justement de fixer un nombre de personnes, ça aide en quelque sorte à pouvoir évaluer la conformité d'un rassemblement. Donc, c'est quand même assez facile là, de dénombrer. Là. C'est de l'arithmétique simple. Donc, 10 personnes et moins, vous avez le droit. Au-delà de 10 personnes, vous n'avez pas le droit. Et là, évidemment que les policiers ne commenceront pas à aller investiguer les terrains privés, puis à rentrer dans les maisons, puis à cogner aux portes là, pour prendre les gens en flagrant délit. C'est pas ça l'idée. On se repose toujours aussi sur le sens des responsabilités et la bonne foi des Québécois. C'est pour ça, tantôt, que je disais, ne serait-ce que pour votre bien à vous, pour celui de votre famille, pour celui de vos parents, de nos aînés, respectez ces consignes qu'on vous demande de respecter, même quand on est dans des nouvelles possibilités comme ces rassemblements à l'extérieur. Elles sont toujours assorties de la précaution très importante de continuer de respecter les mesures de distanciation et d'hygiène. Donc, on se rend service à tout le monde en continuant de les respecter parce que ça va nous éviter de devoir faire des reculs, de devoir réinterdire les rassemblements, de peut-être retarder plus longtemps qu'on le devrait les éventuels rassemblements intérieurs, de devoir peut-être retarder d'autres choses qui pourraient arriver plus vite si on se donne les moyens de faire en sorte que ça arrive, c'est-à-dire en respectant les consignes. Donc, oui, ce sera simple d'une certaine façon de vérifier si quelqu'un est dans ses droits ou non avec ce nombre de 10 qui a été fixé. Mais moi, je m'en remets d'abord et avant tout à la bonne foi des gens, au fait qu'ils ont été exemplaires jusqu'à aujourd'hui. Donc, je leur demande de continuer. 10 personnes quand même, là, tu as les moyens, même si tu as 2 ou 3 enfants, tu as les moyens d'inviter là, quelques amis, quelques membres de ta famille. Ça peut être très agréable. On profite du beau temps. Tout le monde est légal. Tout le monde se protège. Et puis, tout le monde est heureux. Donc, je comprends là qu'on va peut-être lever la pédale un peu sur la dimension des sanctions. C'est-à-dire que c'est des cours privés. Si on parle, par exemple, d'un rassemblement dans votre cour, on ne peut pas comme ça là, arriver chez vous. Il y aura des dénonciations, possiblement des signalements. Et encore là, un peu comme on disait, il ne faut pas tomber dans la surparanoïa. Là, c'est sûr que s'il y a 25 voitures chez votre voisin, puis normalement, ils sont 2 dans la maison, on peut comprendre que vous ayez des doutes. Mais, tu sais, bon, des fois, ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent avec plus qu'une voiture aussi. Donc, ce sera un équilibre et le gros bon sens pour tout le monde. Mais donc, en sous-question... Pour les 70 ans et plus particulièrement, puis même pour la population en général, quand on se rend sur le site du gouvernement du Québec,
vraiment pas facile de se retrouver. C'est écrit petit. Il y a là un défilement incroyable de copier-coller de communiqués de presse qui ont été mis bout à bout puis mis à jour une fois de temps en temps. Je me mets dans la peau des personnes âgées, par exemple, qui se demandent si, finalement, même à Montréal, à compter du 25 mai, est-ce qu'ils pourront bel et bien aller dans tous les magasins ou uniquement dans les commerces essentiels? Est-ce qu'ils pourront participer au rassemblement ou pas? Et à partir de quand aussi? Parce que, les gens l'ont peut-être oublié, mais pour les 70 ans et plus, ce n'était qu'à compter d'hier qu'il était possible de retourner dans les commerces essentiels. Finalement, les gens se sont déconfinés presque instantanément quand on l'a abordé. Donc, est-ce que vous allez faire un ménage là-dedans pour que l'information soit plus facile à retrouver là, pour les gens? Bien, je prends note du commentaire très constructif. On va vérifier effectivement si c'est bien compréhensible pour tout le monde sur le site Internet. Mais pour les personnes, d'abord pour les rassemblements, je l'ai, je pense, dit, mais je vais le redire. Donc, la possibilité de faire des rassemblements à partir de vendredi, ça s'applique à tout le Québec. Donc, à tout le Québec. Pour ce qui est des personnes de 70 ans et plus, je pense que la question a été posée tout à l'heure. Évidemment qu'on décourage les personnes qui auraient une condition médicale ou une condition de santé telle qu'ils seraient plus vulnérables à contracter le virus. On les décourage de toute façon à faire des activités, à se rassembler même avec leur famille ou leurs amis parce qu'elles doivent se protéger et protéger les autres en même temps, mais d'abord se protéger elles-mêmes. Et donc, c'est ça. Sinon, l'ensemble des mêmes règles s'appliquent. La réouverture des commerces à Montréal, c'est le 25 mai, donc la semaine prochaine pour les commerces qui ont une porte sur l'extérieur. Je ne sais pas si je réponds. Il y a un ensemble de choses, là, comme vous l'avez dit, qui s'appliquent, mais c'est toujours avec la même précaution pour les personnes de 70 ans et plus. On avait déjà annoncé certains assouplissements pour ces personnes-là, qu'elles puissent fréquenter à nouveau les commerces, qu'elles puissent retrouver un semblant d'autonomie aussi. Donc, ça continue de s'appliquer à travers notamment cette possibilité de faire des rassemblements extérieurs à 10 personnes maximum à partir de vendredi, mais toujours avec ce même gros bon sens, ce même souci de se protéger malgré les nouvelles possibilités qui sont annoncées. Je ne sais pas si c'est correct, je pense, mais une personne de 70 ans ou 71 ans qui est en forme, qui voudra aller s'acheter un vêtement dans une boutique qui porte sur rue, ça porte un masque en y allant. Puis d'ailleurs, j'encourage tout le monde à porter le masque parce qu'on se protège les uns les autres. Hein? Et donc, elle va dans le commerce. Le commerce a mis en place des consignes pour lavage de mains. On demande aux gens de ne pas prendre tous les vêtements là, puis les manipuler, là, mais vraiment d'essayer de se concentrer, magasiner un peu différemment. C'est des consignes que les commerçants vont faire. Je pense que c'est pas illégal. Là. On n'est pas ici en train de faire de l'agisme, mais on veut que les gens soient conscients que plus ils ont un certain âge, plus surtout ils ont des conditions associées, le risque est plus grand. Merci. So now in English, Phil O'T, Montreal Gazette. Good day. Dr. Arruda, just looking at Bonjour, Dr. Arruda. On regarde les chiffres concernant les tests. Plus de 9000 tests ont été réalisés pour le 18 mai. Est-ce que votre objectif de 14 000 tests... Oui, vous venez de dire 14 000 $. Bon, je pense que ça va coûter pas mal plus que 14 000 $. Vous semblez être encore très loin, M. Arruda, de votre objectif. Réponse, oui, je peux vous dire que je ne suis pas content de cela. Il y a eu l'effet du week-end, l'effet du soleil, parce que bien des gens ne se sont pas présentés pour les tests. Quand il y a de la pluie, il y a un problème, mais quand il fait trop beau, c'est aussi un problème. On devra donc changer notre stratégie. Je vais regarder ce chiffre parce que là, vous avez des chiffres de lundi. Alors, j'espère que demain, je serai en mesure d'annoncer des chiffres en hausse et maintenir éventuellement un chiffre de 14 000 tests. Il y aura très certainement des variations parce que c'est très difficile d'avoir 14 000 tests chaque jour, mais il s'agit de notre cible et bientôt nous aurons une meilleure capacité, donc on pourra passer à 17-20 000 tests quotidiens. Voilà pourquoi des cas où quelqu'un a des symptômes et ne peut pas avoir accès à un test, ça m'apparaît assez fou.
Question. Dans l'État de New York, on a annoncé qu'on allait tester les gens avant leur retour au travail. Est-ce que vous avez en ce moment une capacité de test, nombre de tests suffisant pour ce faire? Car à compter de lundi, il y aura plus de gens de retour au travail. Éventuellement, on parlera du retour dans les tours à bureau. Est-ce qu'il y a un plan quelconque pour tester les travailleurs avant leur retour sur le lieu de travail? Réponse, je vous dirais que ce n'est pas pour bientôt. Même si nous travaillons au déconfinement de certains secteurs, les tâches qui peuvent être effectuées par télétravail, on va suggérer aux employés de continuer de les faire par télétravail et de se rendre uniquement dans les bureaux que lorsque cela est nécessaire. On peut faire un test aujourd'hui, vous le savez, si c'est trop tôt avant d'afficher une certaine positivité, vous obtiendrez un faux négatif et le test ne pourra pas le détecter. Le test, c'est bon. Je ne veux pas dire que le test est mauvais, mais lorsqu'on prodigue des tests à tout le monde, même si c'est négatif, cela ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas infecté. La personne peut développer des symptômes 3 jours plus tard. Faudrait-il répéter les tests chaque semaine? Ce n'est pas notre stratégie. Et lorsque nous allons voir les rythmes de transmission évoluer, et on n'a pas eu une transmission aussi active à New York, si on a 5 de la population qui a déjà contracté le virus, il y a encore une quantité importante de gens qui n'ont pas été infectés. Ce qui est important, selon moi, c'est de s'assurer que ces personnes respectent la distanciation, portent un masque lorsqu'ils se déplacent pour ne pas contaminer les gens lorsqu'ils sont infectés mais asymptomatiques. Question. Bonjour. Il y a un prisonnier à Bordeaux qui est mort de la COVID-19. Vous avez exprimé vos préoccupations à l'égard de ce qui se passe dans le système carcéral. Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour protéger les prisonniers et les agents correctionnels? Est-ce qu'il y aura des changements dans les protocoles à venir? Réponse. Premièrement, j'aimerais offrir mes condoléances aux proches de cette personne qui est décédée à Bordeaux. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons mis en place un éventail de mesures préventives dès le début de la pandémie dans l'ensemble de nos centres de détention à travers la province du Québec. Jusqu'à présent, ces mesures ont fonctionné assez bien, mais bien entendu, on ne peut pas éviter tous les cas, car ce sont des milieux fermés. Ce sont des milieux d'hébergement fermés. Alors, il nous apparaissait évident qu'un jour ou l'autre, nous devrions faire face à certains cas. Au moment où on se parle, nous avons 60 détenus qui sont infectés et 28 membres du personnel qui sont aussi infectés. Cela représente environ 2 de l'ensemble de la population carcérale. Cela veut dire que les mesures que nous avons déployées fonctionnent assez bien. Nous avons, le 14 mars, interdit l'ensemble des visites, s'assurer que toutes les activités qui peuvent être réalisées à distance le sont, par vidéoconférence, par exemple. Nous avons aussi annoncé certaines mesures pour donner des congés temporaires pour des raisons médicales. Alors, nous avons présenté un éventail de mesures pour s'assurer que tout est fait pour protéger le personnel, les détenus, en collaboration avec la santé publique. Et nous travaillons aussi étroitement avec la santé publique, avec les CIUS locaux à Montréal. Nous avons des conversations sur une base quotidienne entre la sécurité publique et les gens dans les centres de détention et les gens de la santé publique à Montréal pour s'assurer que tout est fait. Question. Et à propos des CHSLD, si la situation des hôpitaux est sous contrôle, pourquoi on renvoie des patients dans les CHSLD, dans ces endroits qui sont l'épicentre de la crise à travers le Québec? Réponse. Les gens qui ont été infectés ou qui sont toujours infectés peuvent retourner dans un CHSLD dans une zone chaude.
parce que soit ils sont déjà infectés ou ils ont déjà été infectés. Alors, le risque de recontracter le virus est minime. C'est possible de les transférer. Alors, ce sont des types de transferts qui sont en ce moment possibles. Évidemment, si quelqu'un a été malade, a contracté le virus et ne l'a plus et doit être transféré, nous allons placer cette personne dans une zone froide pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. Ce sont actuellement les procédures qui sont en place pour s'assurer que des gens qui n'ont plus besoin d'être dans un hôpital puissent retourner dans leur milieu de vie ou encore dans un nouveau milieu de vie si cette personne attendait une place. Question. Bon après-midi. Le conseil de vente de Kanesatake est en train de refouler les gens dans la région d'Oka, au parc national d'Oka, même si la région est ouverte. Le maire d'Oka demande à la Sûreté du Québec d'intervenir. Les tensions sont élevées. Qu'est-ce que vous allez faire à propos de cela? Et pourquoi n'avons-nous pas vu cela venir? Cela fait plusieurs heures que les tensions montent. Réponse. Il y a des discussions qui sont en cours en ce moment entre les gens du ministère de la Faune et des Parcs qui sont responsables de la CEPAC et donc responsables du parc que vous mentionnez. Alors, il y a des discussions avec le grand chef Simon, le ministère, les autorités, la santé publique locale dans les Laurentides. Alors, nous comprenons qu'il y a des enjeux et des préoccupations liées au déconfinement. Le fait que des gens puissent circuler dans ce parc, ça a été annoncé que les parcs de la CEPAC allaient ouvrir aujourd'hui. Alors, ils sont ouverts. Ce n'est pas autorisé de tenter d'arrêter les gens de se déplacer vers cet endroit. Donc, nous avons des discussions pour tenter de trouver une solution qui est satisfaisante pour tous. Question concernant les rassemblements. Il y a eu un décret, il y a plusieurs semaines, pour permettre aux gens de se rassembler à l'extérieur avec une distanciation de 2 mètres. Là, vous imposez aujourd'hui une restriction, un maximum de 10 personnes. Alors, pourquoi vous n'avez pas adopté des mesures comme la Nouvelle-Écosse, qui autorise en ce moment ce qu'on pourrait appeler une bulle pour des ménages? Donc, 2 ménages peuvent être ensemble, se fréquenter de façon exclusive. Et ces gens-là n'ont pas besoin de respecter la distance de 2 mètres. Pourquoi ne pas avoir opté pour cette direction? Et aussi, est-ce qu'on peut changer de groupe de personnes au Québec? Si je reçois 9 personnes et le lendemain, est-ce que je peux changer et inviter d'autres personnes? Réponse. Il y a eu plusieurs discussions. Vous savez, il n'y a pas de science. On regarde différentes expériences. On voit ce qui s'est fait en Belgique, en Nouvelle-Zélande, concernant cette fameuse bulle. Nous comprenons que si nous vous avions dit vous avez une bulle, il y a plusieurs problèmes, 3 ou 4. Il y aura des tensions éventuellement au sein de certaines familles. Qui choisir? Est-ce que je choisis mon voisin? Alors, ça va diviser les familles. Ce que nous voulons, c'est par exemple des colocataires qui veulent voir des amis. Ça représenterait un autre défi. Alors, ce qu'on vous suggère, c'est d'essayer le même groupe pendant 2 semaines, parce que si vous changez chaque jour, vous allez mélanger plusieurs contacts. Essayez de trouver les personnes les plus significatives pour vous. C'est pas mal plus facile si vous connaissez les personnes et ensuite, vous pourriez changer. Peut-être que vous n'allez pas faire des rassemblements chaque jour. Les gens doivent travailler. Mais essayez d'être le plus stable, fidèle possible. Si vous avez une chicane avec votre sœur et que vous ne voulez plus la voir en raison de tension, vous pourriez voir une autre personne. Mais on ne voulait pas de bulle exclusive. Cela aurait introduit trop de tension. Pourquoi lui, pourquoi un autre? Ça a fait l'objet de discussions.
avec bien des gens pour trouver le meilleur modèle. Mais il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de situation parfaite. Il s'agit d'un cadre général de directives qui va permettre aux gens de rétablir des liens sociaux sans créer de problèmes supplémentaires. Par exemple, imposer le choix de certains contacts. Et en même temps rencontrer plusieurs personnes. Mais il faut éviter de voir trop de personnes pour éviter une propagation du virus. Deux dernières questions. Pourquoi l'hôpital Sainte-Anne ne permet pas aux proches aidants d'accéder aux installations? Une femme dont la mère réside dans ces installations indique qu'elle a obtenu une formation en bonne et due forme et qu'elle n'est toujours pas autorisée à intégrer ces lieux. Réponse. On avait dit que des proches aidants significatifs pourraient retourner dans ces résidences, mais si un résident ne veut pas accueillir un proche aidant pour quelconque raison, eh bien, à ce moment-là, si la résidence fait la demande au ministère, eh bien, il devra se justifier et donner les raisons. Mais on devrait vérifier ce cas. Je n'ai pas l'information. Est-ce que cette résidence fait partie des résidences qui ont obtenu des permissions? On pourra faire des vérifications et vous revenir avec une réponse. C'est exactement cela. Il y avait quelques situations où il y avait des éclosions très actives du virus, des situations hors contrôle. Mais on va regarder cette situation de près. Global News rapporte aujourd'hui des cas à Dorval qui offrent des masques à tous les gens de 70 ans et plus. Ce ne sont pas toutes les villes qui peuvent se permettre une telle distribution, alors que l'économie rouvre graduellement. Comment peut-on s'assurer d'une distribution plus équitable des masques? Réponse. C'est une excellente question, très pertinente. Et le Premier ministre a déjà annoncé que nous allions offrir 1 million de masques à Montréal. Nous allons aussi offrir des masques dans la ville de Laval. Nous avons déjà pris cette décision pour certaines villes. Nous devrons éventuellement voir comment la situation évolue, évaluer les besoins ailleurs, pour que nous puissions nous pencher sur cette question lorsqu'elle se posera. À bientôt. Alors, voilà.